Mon Dieu. Je vais donc écrire enfin ce qui m'est arrivé. Mais le pourrais-je? L'oserais-je? Cela est si bizarre, si inexplicable, si incompréhensible, si fou. Si je n'étais sûr de ce que j'ai vu, sûr qu'il n'y a eu, dans mes raisonnements, aucune défaillance, aucune erreur dans mes constatations, pas de lacune dans la suite inflexible de mes observations, je me croirais un simple halluciné, le jouet d'une étrange vision. Après tout, qui sait? Je suis aujourd'hui dans une maison de santé, mais j'y suis entré volontairement, par prudence, par peur. Un seul être connaît mon histoire, le médecin d'ici. Je vais vous la dire. Je ne sais trop pourquoi. Pour m'en débarrasser. Car je la sens en moi comme un intolérable cauchemar. La voici. J'ai toujours été un solitaire, un rêveur, une sorte de philosophe isolé. Bienveillant en comptant de peu, sans aigreur contre les hommes et sans rancune contre le ciel. J'ai vécu seul, sans cesse, par suite d'une sorte de gêne qu'insinue en moi la présence des autres. Comment expliquer cela? Je ne le pourrai. Je ne refuse pas de voir le monde, de causer, de dîner avec des amis, mais lorsque je les sens depuis longtemps près de moi, même les plus familiers, ils me lassent, me fatiguent, m'énervent, et j'éprouve une envie grandissante, harcelante, de les voir partir ou de m'en aller. Être seul. Cette envie est plus qu'un besoin, c'est une nécessité irrésistible. Et si la présence des gens avec qui je me trouve continuait, et si je devais, non pas écouter, mais entendre longtemps encore leur conversation, il m'arriverait sans aucun doute un accident. Lequel? Qui sait? Peut-être une simple syncope. Oui, probablement. J'aime tant être seul que je ne puis même supporter le voisinage d'autres êtres dormant sous mon toit. Je ne puis habiter Paris parce que j'y agonise indéfiniment. Je meurs moralement et suis aussi supplicié dans mon corps et dans mes nerfs par cette immense foule qui grouille, qui vit autour de moi, même quand elle dort. Ah, le sommeil des autres m'est plus pénible encore que leurs paroles. Et je ne peux jamais me reposer quand je sais, quand je sens derrière un mur des existences interrompues par ces régulières éclipses de la raison. Pourquoi suis-je ainsi? Qui sait? La cause en est peut-être fort simple. Je me fatigue très vite de tout ce qui ne se passe pas en moi. Et il y a beaucoup de gens dans mon cas. Nous sommes deux races sur la terre. Ceux qui ont besoin des autres, que les autres distraient, occupent, reposent, et que la solitude harasse, épuise, anéantit comme l'ascension d'un terrible glacier ou la traversée du désert, et ceux que les autres, au contraire, lassent, ennuient, gênent, courbature, tandis que l'isolement les calme, les baigne de repos dans l'indépendance et la fantaisie de leurs pensées. En somme, il y a là un normal phénomène psychique. Les uns sont doués pour vivre en dehors, les autres pour vivre en dedans. Moi, j'ai l'attention extérieure courte et vite épuisée, et dès qu'elle arrive à ses limites, j'en éprouve dans tout mon corps et dans toute mon intelligence un intolérable malaise. Il en est résulté que je m'étais attaché, beaucoup aux objets inanimés qui prennent pour moi une importance d'être, et que ma maison était devenue un monde où je vivais d'une vie solitaire et active, au milieu de choses, de meubles, de bibelots familiers, sympathiques à mes yeux comme des visages. Je l'en avais empli peu à peu, je l'en avais paré, et je me sentais dedans, content, satisfait, bien heureux, comme entre les bras d'une femme aimable dont la caresse accoutumée est devenue un calme et doux besoin. J'avais fait construire cette maison dans un beau jardin qui l'isolait des routes, et à la porte d'une ville où je pouvais trouver, à l'occasion, les ressources de société dont je sentais par moments le désir.
Tous mes domestiques couchaient dans un bâtiment éloigné, au fond du potager, qu'entourait un grand mur. L'enveloppement obscur des nuits, dans le silence de ma demeure perdue, cachée, noyée sous les feuilles des grands arbres, m'était si reposant et si bon que j'hésitais chaque soir pendant plusieurs heures à me mettre au lit pour le savourer plus longtemps. Ce jour-là, on avait joué Sigur au théâtre de la ville. C'était la première fois que j'entendais ce beau drame musical et féerique et j'y avais pris un vif plaisir. Je rentrais à pied d'un pas allègre, la tête pleine de phrases sonores et le regard hanté par de jolies visions. Il faisait noir, mais noir, au point que je distinguais à peine la grande route et que j'ai failli plusieurs fois culbuter dans le fossé. De l'octroi chez moi, il y a 1 kilomètre environ, peut-être un peu plus, soit 20 minutes de marche lente. Il était 1h du matin, 1h ou 1h30. Le ciel s'éclaircit un peu devant moi et le croissant parut. Le dernier croissant du dernier quartier de lune. Le croissant du premier quartier, celui qui s'élève à 4 ou 5 heures du soir, est clair, gai, frotté d'argent. Mais celui qui se lève après minuit est rougeâtre, morne, inquiétant. C'est le vrai croissant du sabbat. Tous les noctambules ont dû faire cette remarque. Le premier, fût-il mince comme un fil, jette une petite lumière joyeuse qui réjouit le cœur et dessine sur la terre des ombres nettes. Le dernier répand à peine une lueur mourante, si terne qu'elle ne fait presque pas d'ombre. J'aperçus au loin la masse sombre de mon jardin, et je ne sais d'où me vint une sorte de malaise à l'idée d'entrer là-dedans. Je ralentis le pas. Il faisait très doux. Le gros tas d'arbres avait l'air d'un tombeau où ma maison était ensevelie. J'ouvris ma barrière et je pénétrai dans la longue allée de sycomores qui s'en allait vers le logis. Arqué en voûte comme un haut tunnel, traversant des massifs opaques et contournant des gazons où les corbeilles de fleurs plaquées sous les ténèbres pâlies, des taches ovales aux nuances indistinctes. En approchant de la maison, un trouble bizarre me saisit. Je m'arrêtai. On n'entendait rien. Il n'y avait pas dans les feuilles un souffle d'air. Qu'est-ce que j'ai donc ? Depuis 10 ans, je rentrais ainsi sans que jamais la moindre inquiétude m'eût effleuré. Je n'avais pas peur. Je n'ai jamais eu peur la nuit. La vue d'un homme, d'un maraudeur, d'un voleur m'aurait jeté une rage dans le corps et j'aurais sauté dessus sans hésiter. J'étais armé d'ailleurs. J'avais mon revolver. Mais je n'y touchais point, car je voulais résister à cette influence de crainte qui germait en moi. Qu'était-ce ? Un pressentiment ? Le pressentiment mystérieux qui s'empare des sens des hommes quand ils vont voir de l'inexplicable ? Peut-être. Qui sait ? À mesure que j'avançais, j'avais dans la peau des tressaillements, et quand je fus devant le mur au vent clos de ma vaste demeure, je sentis qu'il me faudrait attendre quelques minutes avant d'ouvrir la porte et d'entrer dedans. Alors je m'assis sur un banc, sous les fenêtres de mon salon. Je restai là, un peu vibrant, la tête appuyée contre la muraille, les yeux ouverts sur l'ombre des feuillages. Pendant ces premiers instants, je ne remarquai rien d'insolite autour de moi. J'avais dans les oreilles quelques ronflements, mais cela m'arrive souvent. Il me semble parfois que j'entends passer des trains, que j'entends sonner des cloches, que j'entends marcher une foule. Puis bientôt, ces ronflements devinrent plus distincts, plus précis, plus reconnaissables. Je m'étais trompé. Ce n'était pas le bourdonnement ordinaire de mes artères qui mettait dans mes oreilles ces rumeurs, mais un bruit très particulier, très confus cependant, qui venait à n'en point douter de l'intérieur de ma maison. Je le distinguais à travers le mur. Ce bruit continu. Plutôt une agitation qu'un bruit. Un remuement vague d'un tas de choses, comme si on eût secoué, déplacé, traîné doucement tous mes meubles. Oh, je doutais pendant un temps assez long encore de la sûreté de mon oreille, mais l'ayant collé contre un auvent pour mieux percevoir ce trouble étrange de mon logis, je demeurais convaincu, certain qu'il se passait chez moi quelque chose d'anormal et d'incompréhensible. Je n'avais pas peur, mais j'étais... Comment exprimer cela ? Effaré d'étonnement. Je n'armai pas mon revolver, devinant fort bien que je n'en avais nul besoin. J'attendis. J'attendis longtemps, ne pouvant me décider à rien.
l'esprit lucide mais follement anxieux. J'attendis, debout, écoutant toujours le bruit qui grandissait, qui prenait par moments une intensité violente, qui semblait devenir un grondement d'impatience, de colère, d'émeute mystérieuse. Puis bientôt, honteux de ma lâcheté, je saisis mon trousseau de clés, je choisis celle qu'il me fallait, je l'enfonçai dans la serrure, je la fis tourner 2 fois, et poussant la porte de toute ma force, j'envoyai le battant heurter la cloison. Le coup sonna comme une détonation de fusil. Et voilà qu'à ce bruit d'explosion répondit du haut en bas de ma demeure un formidable tumulte. Ce fut si subit, si terrible, si assourdissant que je reculai de quelques pas, et que bien que le sentant toujours inutile, je tirai de sa gaine mon revolver. J'attendis encore. Au peu de temps, je distinguai à présent un extraordinaire piétinement sur les marches de mon escalier, sur les parquets, sur les tapis. Un piétinement, non pas de chaussures, de souliers humains, mais de béquilles de bois et de béquilles de fer qui vibraient comme des cymbales. Et voilà que j'aperçus tout à coup, sur le seuil de ma porte, un fauteuil. Mon grand fauteuil de lecture qui sortait en se dandinant. Il s'en alla par le jardin, d'autres le suivaient. Ceux de mon salon, puis les canapés bas et se traînant comme des crocodiles sur leurs courtes pattes, puis toutes mes chaises avec des bons de chèvre et les petits tabourets qui trottaient comme des lapins. Oh, quelle émotion! Je me glissai dans un massif où je demeurais accroupi, contemplant toujours ce défilé de mes meubles, car ils s'en allaient tous, l'un derrière l'autre, vite ou lentement, selon leur taille, leur poids. Mon piano, mon grand piano à queue, passa avec un galop de cheval emporté et un murmure de musique dans le flanc. Les moindres objets glissaient sur le sable comme des fourmis. Les brosses, les cristaux, les coupes, où le clair de lune accrochait des phosphorescences de verre luisant, les étoffes rampées, s'étalaient en flaques à la façon des pieuvres de la mer. Je vis paraître mon bureau, un rare bibelot du dernier siècle, et qui contenait toutes les lettres que j'ai reçues, toute l'histoire de mon cœur. Une vieille histoire dont j'ai tant souffert. Et dedans étaient aussi des photographies. Soudain, je n'eus plus peur. Je m'élançai sur lui, je le saisis, comme on saisit un voleur, comme on saisit une femme qui fuit. Mais il était d'une course irrésistible. Et malgré mes efforts et malgré ma colère, je ne pus même ralentir sa marche. Comme je résistais en désespéré à cette force épouvantable, je m'abattis par terre en luttant contre lui. Alors, il me roula, me traîna sur le sable, et bientôt, déjà, les meubles qui le suivaient commençaient à marcher sur moi, piétinant mes jambes et les meurtrissant. Puis quand je l'eus lâché, les autres passèrent sur mon corps ainsi qu'une charge de cavalerie sur un soldat démonté. Fou d'épouvante, enfin, je pus me traîner hors de la grande allée et me cacher de nouveau dans les arbres pour regarder disparaître les plus infimes objets, les plus petits, les plus modestes, les plus ignorés de moi qui m'avaient appartenu. Puis j'entendis au loin, dans mon logis sonore à présent comme les maisons vides, un formidable bruit de porte refermée. Elles claquèrent du haut en bas de ma demeure, jusqu'à ce que celle du vestibule, que j'avais ouverte moi-même, insensée pour ce départ, se fût close. Enfin la dernière. Je m'enfis aussi, courant vers la ville, et je ne repris mon sang-froid que dans les rues en rencontrant des gens attardés. J'allais frapper à la porte d'un hôtel où j'étais connu. J'avais battu avec mes mains mes vêtements pour en détacher la poussière, et je racontai que j'avais perdu mon trousseau de clés, qui contenait aussi celle du potager où couchaient mes domestiques, dans une maison isolée, derrière le mur de clôture qui préservait mes fruits et mes légumes de la visite des maraudeurs. Je me glissai jusqu'aux yeux dans le lit qu'on me donna, mais je ne pus dormir. Et j'ai attendu le jour en écoutant bondir mon cœur. J'avais ordonné qu'on prévînt mes gens dès l'aurore, et mon valet de chambre heurta ma porte à 7 heures du matin. Son visage semblait bouleversé. « Il est arrivé cette nuit un grand malheur, monsieur. »« Quoi donc ?»« On a volé tout le mobilier de monsieur. Tout, jusqu'aux plus petits objets. » Cette nouvelle me fit plaisir. Pourquoi ? Qui sait ? Je fus fort maître de moi, sûr de dissimuler, de ne rien dire à personne de ce que j'avais vu, de le cacher, de l'enterrer dans ma conscience comme un effroyable secret. Je répondis « Alors ce sont les mêmes personnes qui m'ont volé mes clés. Il faut prévenir tout de suite la police.
Je me lève et je vous y rejoindrai dans quelques instants. L'enquête dura 5 mois. On ne découvrit rien. On ne trouva pas le plus petit de mes bibelots, ni la plus légère trace des voleurs. Parbleu! Et si j'avais dit ce que je savais, si je l'avais dit, on m'aurait enfermé! Moi, pas les voleurs, mais l'homme qui avait pu voir une pareille chose. Oh, je suis une terre. Mais je ne remeublais pas ma maison. C'était bien inutile. Cela aurait recommencé toujours. Je n'y voulais plus rentrer. Je n'y rentrais pas. Je ne la révis point. Je vins à Paris, à l'hôtel, et je consultai des médecins sur mon état nerveux qui m'inquiétait beaucoup depuis cette nuit déplorable. Ils m'engagèrent à voyager. Je suivis leurs conseils.